Bonjour, au cours de ce 10e entretien, j'aimerais vous parler de la pertinence d'avoir un psychothérapeute ou un maître spirituel. Franchement, ce n'est pas la même chose. Un psychothérapeute, en principe, ne va pas se préoccuper de votre coaching spirituel. Et si vous avez véritablement des comportements à changer, entre guillemets, névrotiques, il faut s'occuper de cela avant de songer même à avoir un parcours spirituel. Ça me paraît une évidence. Beaucoup de gens se disent ah oui, mais bon, si je me choisis un maître spirituel, eh bien, il va s'arranger pour que tous les problèmes et je dirais les casseroles que je traîne derrière moi depuis tant d'années vont disparaître. À mon sens, ce n'est pas vrai. Et donc, ça me paraît une attitude consistant à mettre la charrue avant les bœufs que de faire cela. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai eu plusieurs thérapeutes, même plusieurs thérapeutes analytiques pour me rendre compte que cette méthode donnait peu de résultats concrets et ne me convenait pas du tout. Et puis des thérapeutes en gestalt thérapie, en PNL, en hypnose ericksonienne, et ensuite des maîtres spirituels quand il m'a semblé que je tenais sur mes deux jambes sans aucune forme de tuteur et que je pouvais dès lors me consacrer à élargir mon horizon spirituel. Je voudrais vous parler non pas de mes thérapeutes, et en plus, ces thérapeutes ont aussi été mes formateurs, puisque si bien j'ai appris avec eux différentes techniques. J'étais formé dans 6 techniques différentes, si l'on considère donc la gestalt thérapie, la thérapie néo-reichienne, la PNL, l'hypnose ericksonienne, la psychologie transpersonnelle. Je dois en oublier une en cours de route, mais il y en a eu 6. Tout ça pour dire que j'avais à cœur de combler le déficit que mes études de prof de chimie avaient laissé au niveau psychologique. Et j'ai suivi des cours très classiques de psychopathologie et tout ça pour combler ces lacunes. Voilà. Alors, à un moment donné, il me restait une insatisfaction qui manifestement était d'ordre spirituel. J'avais étudié à l'Université libre de Bruxelles, qui est une université libre pensante, patronnée par la franc-maçonnerie belge et qui est plutôt athée. Et j'avais accepté en bloc cette attitude pour découvrir plus tard que une certaine ferveur spirituelle n'y trouvait pas son compte. Et alors, j'ai été initié dans la franc-maçonnerie jusqu'au grade de maître, et là encore, bien que j'avais trouvé certaines réponses à mes questionnements, je trouvais qu'il y avait encore des lacunes dans mon désir d'avancer sur le plan spirituel. Et c'est alors que j'ai rencontré William Brewjoy, Dr. William Brewjoy. Il officiait en Californie, dans le Mojave Desert, au Sky High Ranch, et il y avait une liste d'attente de plusieurs années pour faire partie de ces groupes. Et je m'étais dit, flûte, je m'inscris quand même, on verra bien. Et puis une place s'est libérée, un peu de façon miraculeuse comme ça. Et j'ai pu donc y aller
en octobre 1980. Brou était au sommet de sa forme et son enseignement m'a été extrêmement utile. Je dirais qu'il l'est encore. Il l'a été pour avoir mis de l'avant un désir de prouver scientifiquement tout ce qui était prouvable. Et il avait des appareils de biofeedback qui montraient qu'après un exercice spirituel, si on se tenait tous en cercle par la main, une énergie plus grande passait au travers de cet appareil qu'avant l'exercice. Et il avait comme ça toutes sortes de et cette attitude scientifique me plaisait beaucoup parce que je n'avais donc pas renoncé au fait que j'avais une maîtrise en chimie et que cette maîtrise en chimie n'était pas comme une casserole que je traînais derrière moi. Il a alors travaillé donc beaucoup sur les chakras, ces centres énergétiques qui se trouvent dans le corps subtil. J'ai même écrit un livre sur le sujet, publié chez Québécois. Les chakras et le corps subtil, il s'intitule comme ça. Et c'est beaucoup à Broo Joy que je dois d'avoir découvert ces chakras. Depuis, avec les photos Kirlian et tout ce qui a suivi, les travaux de John Pirakos et tout ça, on a pu accréditer qu'il y avait bel et bien autour du corps physique une enveloppe énergétique qu'on pouvait mettre en évidence de manière photographique ou avec des appareils fort compliqués dont je ne pourrais pas parler. Mais donc, Broo avait poussé en avant une méthode d'écoute de la musique, non pas avec les oreilles, mais avec les chakras. C'est-à-dire qu'il nous faisait coucher dans une salle où une musique tonitruante se jouait, c'était de la musique classique ou de la musique du monde, très peu de la musique rock quand même, mais il encourageait que nous puissions établir un lien entre l'impact d'un son et un des chakras qu'il avait stimulé par une manipulation assez spéciale qu'il appelait la méditation en spirale et que je ne vais pas développer ici. Et c'est ainsi que j'ai appris à écouter de la musique avec mon corps, avec des chakras qui me donnaient des sortes d'impulsions dans le corps subtil, mais que je pouvais fort bien ressentir. Et ça a évidemment provoqué un décalage dans mes perceptions, car, je l'ai dit plusieurs fois, et nous en parlerons bientôt de cette caméra mentale que nous avons et qui, croyez-moi, est assez limitée. Et il avait une autre technique qu'il appelait le shift, qui était toujours de décaler. Quoi que vous affirmiez avec force, il trouvait un moyen de dire quelque chose qui vous décalait, vous mettait en porte-à-faux par rapport à vos certitudes. Par exemple, on saura peut-être que je suis aussi un spécialiste de la symbolique des cartes du tarot, que je les ai utilisées de façon jungienne et paraît-il conformément au désir de Jung lui-même qui aurait confié cela au directeur de la société Jung, interviewé par mon ami Daniel Stevens pour le 3e programme de la RTBF radio donc. Et donc, quand Broo a proposé de travailler avec les cartes du tarot, je me sentais à peu près comme un enfant
qui se met les pouces dans les bretelles et prêt à se les péter en disant moi je suis le caïd ici dans ce groupe, avec une autre fille d'ailleurs qui s'appelait Caroline et qui était aussi une spécialiste du tarot. Nous étions deux. Et on se pétait les bretelles, l'un l'autre, se congratulant, hein, Madame la spécialiste du tarot, Monsieur le spécialiste du tarot. Et Brou quand il a vu que nous avions ce genre de certitude, a cassé nos interprétations avec des interventions vraiment trublionnes qui faisaient rire tout le monde et qui nous disaient « Mais pourquoi mon interprétation rigolote ne serait pas meilleure que la vôtre? Pourquoi ne puis-je pas, par exemple, si j'oublie dans le jeu de tarot un des jokers, ne pas l'interpréter? Pourquoi est-ce que si le paquet en carton lui-même qui contient le jeu tombe par terre, pourquoi n'interpréterais-je pas aussi ce fait? Et donc, de décalage en décalage, il a carrément bousculé nos certitudes à Caroline et à moi. Et quand il a vu que nous nous sentions comme si on avait perdu notre capacité à interpréter le tarot et qu'on avait étudié pendant des années, il nous a reconstruit par la suite, mais cette reconstruction était désormais assortie d'une capacité justement de se décaler par rapport à soi-même, par rapport à ses certitudes, par rapport à tout ce que nous tenions comme exact. Et c'est peut-être le plus grand service qu'il m'a rendu, outre une ou deux guérisons à distance. Une fois, je souffrais terriblement dans la ville de Parme, en Italie. Je l'ai appelé à mon secours, j'étais guéri instantanément. Mais ça, c'est autre chose. Quand je lui envoyais de l'amour qui était dans une autre pièce, il sortait de la pièce pour me rejoindre et me disait « Thank you, Edward ». Et il sentait tout ça, c'était un type extraordinaire. Malheureusement, en 2009, j'ai appris sa mort dû à un cancer du pancréas, alors qu'il avait, lui, traité tellement de patients cancéreux terminaux avec sa méditation en spirale et en avait guéri un certain nombre. Des gens célèbres étaient venus le consulter, comme Anaïs Nin, des sportifs célèbres, etc. Et lui, qui était médecin, quand il a eu ce cancer du pancréas, et son frère jumeau a fait venir les meilleurs médecins de Los Angeles dans sa résidence qui était alors au Colorado, dans les montagnes, personne n'est parvenu à l'aider, et il est mort en 4 mois. Ça m'a beaucoup choqué. Il était né en 39, donc il était 1 an plus jeune que moi, avec son style de vie épuré, végétarien, il était grand et mince et vivait au bon air et tout ça. J'étais sûr qu'il vivrait beaucoup plus longtemps que moi, et c'est le contraire qui s'est présenté. J'ai un peu regretté de ne pas avoir accepté l'offre qu'il m'avait faite d'être son lieutenant et de l'accompagner avec un groupe de pèlerins spirituels dans je ne sais quel voyage au bout du monde. Paraît-il, il n'avait fait cette offre qu'à moi. Je suis encore très reconnaissant à sa mémoire d'avoir pensé que j'aurais pu l'aider et le seconder. Voilà. Nous avons parlé d'un maître spirituel authentique et méfiez-vous de tous les autres. S'il ne vous apporte rien de cette façon-là, c'est-à-dire avec des certitudes scientifiques, une rigueur et beaucoup d'amour, ce ne sont pas des maîtres spirituels. Là-dessus, je vous souhaite de finir agréablement votre journée, à l'abri des souffrances et plutôt ouvert à tout
les bienfaits et les bonheurs de cette belle journée. À bientôt.